Voilà. Alors nous nous retrouvons aujourd'hui dans ce nouvel épisode du Politicol avec Michaël Nogal, député de Haute-Garonne, élu en juin 2017, il me semble, sous la bannière En Marche. Monsieur le député, merci de nous recevoir et d'avoir accepté notre invitation pour répondre à ces questions. Merci à vous. Alors la première question que j'aurais en tête, c'est la présidence d'Emmanuel Macron a connu deux grandes crises sans précédent, celle du coronavirus, celle des Gilets jaunes, pas dans cet ordre-là, mais selon vous, comment faire valoir les réformes qui étaient au programme Macron? D'abord, vous avez raison, c'est peut-être les deux plus grosses crises qu'on ait connues à travers ce quinquennat. Je touche du bois pour pas qu'il y en ait d'autres en plus. Mais en fait, euh, les crises, notamment la crise des Gilets jaunes, c'est plutôt le révélateur de une partie de la population qui a eu l'impression que rien n'était fait pour elle et qui s'est sentie peut-être en dehors de la société, ou en tout cas pas prise en compte par les responsables politiques que nous sommes. Et on a essayé d'y apporter des solutions. Et notamment, je rappelle que le mouvement des Gilets jaunes a commencé en novembre 2018. Et dès la fin 2018, nous avons adapté une loi de mesures d'urgence économique et sociale avec un budget de 10 milliards d'euros. Et en fait, cette loi, ça a été l'accélération de ce que nous avions initié déjà depuis le début du mandat, à savoir notamment, et c'était une promesse de campagne d'Emmanuel Macron, faire en sorte que le travail paye mieux en France. Et donc, ça fait l'objet de multiples réformes, notamment pour réduire les charges qui pèsent sur les entreprises et puis sur les salariés, faire en sorte qu'on gagne plus d'argent quand on travaille, sans oublier évidemment ceux qui sont en difficulté, donc des personnes qui sont au chômage ou des personnes qui rencontrent d'autres difficultés. Et en fait, je rappelle ça parce que il peut y avoir des crises en effet plus ou moins importantes qui touchent la France ou de manière plus globale le monde entier. Euh, Avec le président de la République, avec la majorité à l'Assemblée, on a essayé de garder quand même une cohérence dans l'action et toujours en se rappelant d'où on vient, c'est-à-dire quelles promesses et quels engagements on a pris auprès des Français pour être élu en 2017. Et quand je fais un bilan après 3 ans et demi de mandat, ben, je trouve qu'on a plutôt bien répondu à ça. Maintenant, et là j'en viens à la deuxième crise, la crise du Covid, qui est d'une ampleur sans précédent pour le monde entier. On est aussi dans le... Moi, je résume la situation en disant qu'on est dans le temps de l'adaptation permanente. C'est-à-dire que nul ne peut prétendre savoir ce qui va se passer dans 3 mois, dans 6 mois ou dans un an. Et donc ça nous oblige à nous adapter et à avoir un rôle de l'État qui soit peut-être plus fort, plus interventionniste, mais dans le bon sens du terme, c'est-à-dire que on identifie les difficultés que peuvent rencontrer les acteurs économiques, les Français, et on essaie d'y apporter des solutions, et à chaque fois des solutions qui soient les plus euh, individualisées possibles. Par exemple, pour les étudiants, pour les personnes qui habitent en ville, à la campagne, ben, il va y avoir des solutions différentes. Pour les Français qui vivent à l'étranger, il y a aussi un accompagnement de l'État et personne n'est laissé, j'allais dire, seul et au bord du chemin face aux difficultés de la crise. Donc voilà, pour résumer un peu ça, le cap depuis 2017, il est le même. Il y a forcément des aléas et des choses qui s'imposent à nous et on essaie d'apporter des solutions, mais qui soient toujours dans la logique du projet qu'on a porté depuis 2017, qui était le projet Emmanuel Macron parle d'émancipation, c'est-à-dire donner à chaque citoyen la possibilité de choisir son destin, de choisir sa vie. Ça passe par le renforcement des moyens à l'école, ça passe par la formation professionnelle et l'université. Ça passe aussi, une fois qu'on travaille, par, comme j'ai dit tout à l'heure, le fait de mieux gagner sa vie, ou en tout cas voilà, de permettre à chaque Français, chaque citoyen qui vit sur le territoire, de pouvoir vivre décemment. Très bien. Alors, il est apparu aussi dans cette présidence la nécessité, il me semble, de l'ancrage territorial et de son rôle. Donc, comment, d'après vous, devrait-on appréhender
les échéances des élections territoriales, sachant que les municipales n'ont pas eu pour effet une avancée de la majorité présidentielle, par exemple. Alors, la difficulté pour le mouvement La République en marche, c'est que, à l'inverse de tous les autres mouvements, il s'est construit d'abord avec une personnalité, il faut le dire, qui est Emmanuel Macron et qui a généré, en fait, qui a suscité l'envie pour de nombreux Français de s'engager. Ouais. Si on regarde aujourd'hui l'Assemblée nationale et les députés membres du groupe La République en marche, vous en avez une bonne partie qui est issue de la société civile, c'est-à-dire qui n'avait occupé aucune fonction élective avant d'être élu en 2017. Moi, à titre personnel, j'ai commencé à militer à l'âge de 15 ans, d'abord au Parti socialiste derrière Dominique Strauss-Kahn, avant de quitter le Parti socialiste, parce que je fais partie des déçus du quinquennat précédent. Mais tout ça pour dire qu'on a eu un mouvement avec Emmanuel Macron à sa tête, par la suite des députés, une majorité de députés à l'Assemblée nationale. Et là où un parti traditionnel, j'allais dire, perce d'abord au niveau local, puis tente d'accéder à la fonction présidentielle, eh bien nous, c'est un peu l'inverse, c'est-à-dire qu'on essaie de s'établir durablement dans les territoires. Ça prend forcément du temps. Quand on regarde l'histoire du principal parti de droite qui s'appelait les Républicains, mais qui s'est appelé l'UMP, qui s'est appelé le RPR avant, ou le Parti socialiste, c'est pareil, c'est des décennies d'histoire. Et cet ancrage-là, il ne s'est pas fait en un claquement de doigts. Donc, vous avez raison de dire que les résultats des élections municipales n'ont pas été un grand succès pour La République en marche. Il n'empêche qu'on a obtenu pas mal de sièges pour des conseillers municipaux, des adjoints dans les mairies. Je pense à ma ville, à la ville de Toulouse, où une dizaine de personnes aujourd'hui représentent La République en marche au sein de ce conseil municipal. Donc petit à petit, le mouvement s'ancre dans les territoires. On aura des élections normalement au mois de juin, des élections départementales et régionales. Là aussi, on va présenter des candidats dans beaucoup de territoires. L'idée, c'est que on n'espère pas forcément toujours être majoritaire. Par contre, si on veut que ce mouvement perdure, eh bien oui, il faut qu'il y ait des élus locaux. Mais nos ambitions, elles sont, il faut rester humble et modeste. Un mouvement qui a été créé il y a à peine, enfin presque 5 ans, ne peut pas prétendre à tout gagner et à diriger tous les exécutifs locaux, régionaux et nationaux. Voilà. Et puis par ailleurs, je pense que c'est important d'avoir un parti dans la majorité qui est fort, mais je n'oublie pas aussi le travail qui est fait avec les partenaires, puisque aujourd'hui, quand on parle de la majorité, c'est à la fois La République en marche, c'est le MoDem, c'est le mouvement Agir, avec des gens de sensibilité plus de centre droit. Et donc, c'est aussi comme ça qu'on construit. On fait parfois des alliances. À Toulouse, par exemple, on travaille avec le maire de Toulouse qui est les Républicains. Donc, en fonction des territoires, il y a des rapprochements qui s'opèrent et qui permettent de quand même faire porter les idées de La République en marche sur le terrain. D'accord. Alors, nous avons parlé de la crise. Déplaçons-la à la sphère européenne. Selon vous, est-ce que dans cette crise actuelle, celle du coronavirus, l'Europe prend forme ou non dans la dimension sanitaire, dans le cadre de la recherche, la coordination et la gestion de cette crise, mais aussi dans particulièrement le plan de relance européen qui s'est fait entre les États membres à travers le Conseil européen, il me semble. Oui, je pense que la crise que nous traversons a été la démonstration qu'on avait besoin de plus d'Europe. Là où certains, et notamment dans les extrêmes, on pointe du doigt Bruxelles, on dit Bruxelles prend des décisions, mais Bruxelles, en fait, c'est les États membres, et donc c'est nous tous, citoyens européens et décideurs européens. Si aujourd'hui on est capable de pouvoir vacciner des millions de Français, c'est parce que c'est la mutualisation des moyens européens qui ont fait qu'on y est parvenu. C'est cette solidarité européenne qui fonctionne. Sur le plan de relance, sur le plan économique, je rappelle que le plan de relance en France, c'est 100 milliards d'euros, dont 40 milliards d'euros issus de la mutualisation de la dette européenne. Ça veut dire que c'est historique, pour la première fois, les États membres de l'Union européenne
ont accepté l'idée de partager l'effort et le risque, j'allais dire, d'emprunt à grande échelle pour financer toutes les mesures de soutien. Et moi, je me réjouis que la France soit en première ligne, notamment pour assurer le paiement, le chômage partiel. Le chômage partiel, c'est voilà, l'idée que l'État se substitue aux entreprises pour payer les salariés, avec des niveaux différents en fonction des secteurs et en fonction de la durée où on met en place le chômage partiel. Mais c'est en France qu'on a eu la participation la plus importante. Malgré tout, tout ça ne peut pas se faire si l'Europe ne se mobilise pas. Et donc, à la fois la crise sanitaire et la crise économique ont peut-être été des accélérateurs de la solidarité européenne. Voilà. Et donc, voilà, moi, je crois en ce cercle vertueux et au fait qu'on soit plus fort ensemble. Et je n'oublie pas que, certes, on doit gérer l'urgence, mais on doit faire en sorte aussi que l'Europe pèse encore plus sur le plan international face aux États-Unis. Les États-Unis ont un nouveau président, face à la Chine, face à la Russie. On voit qu'il y a des puissances qui s'affirment malgré la crise. Donc l'Europe ne doit pas uniquement non plus se restreindre à gérer la crise et l'aspect sanitaire des choses, mais bien se projeter. Et le plan de relance, l'idée du plan de relance, c'est aussi ça, c'est-à-dire que dans le plan de relance, on investit beaucoup sur l'industrie, on investit sur les transports, on investit sur les technologies pour faire en sorte que la France et l'Europe soient là aussi, j'allais dire, en première ligne demain dans la concurrence internationale. Donc l'Europe prend forme dans cette crise et vous avez dit vous-même, cette crise aurait servi d'accélérateur pour Oui, ça. je pense vraiment que la crise a été un accélérateur, en plus j'allais dire, de programmes qui existaient déjà. Je parlais d'éducation tout à l'heure. Erasmus a plus de 30 ans, c'est un succès. On cherche à le déployer encore plus, pas uniquement pour les étudiants universitaires, mais aussi pour les apprentis. Et d'ailleurs, on a vu que dans l'accord du Brexit, le Royaume-Uni s'est désengagé de ce programme Erasmus. Là, je trouve que c'est dommage, c'est même une erreur pour moi. En attendant, avec les 27, on continue à financer ce programme qui est peut-être une des plus belles images de l'Europe parce que c'est à la fois le rapprochement des peuples, c'est des étudiants qui acquièrent une nouvelle expérience de vie et parfois des expériences professionnelles. Donc voilà, ça fait partie des belles choses et des belles réalisations de l'Europe. Alors voilà, nous continuons à en parler, vous venez d'en parler justement maintenant. En parlant de l'Europe, il y a ce sujet qui est toujours très important, toujours actuel, c'est le Brexit. Alors il y a à peu près un an, il me semble, s'effectuait le 31 janvier 2020 le retrait effectif du Royaume-Uni de l'Union européenne. C'était suite au référendum du peuple britannique de 2016. Nous nous retrouvons un an plus tard. Un accord de commerce et de coopération avec l'Union européenne et le Royaume-Uni a été établi et trouvé à la dernière minute, le 31 décembre. Ça fait beaucoup de dates. Comment envisagez-vous les relations futures entre le Royaume-Uni et l'Union européenne, la France y compris? Comme je disais, moi, je suis le premier, je suis un Européen convaincu et je suis le premier à regretter le choix des Britanniques. On a beaucoup entendu que les Britanniques, au final, s'ils revotaient aujourd'hui, ils voteraient pas forcément la même chose et que le Brexit n'est au final pas le choix de la majorité des Britanniques. Sauf il y a eu un vote et je pense que le peuple est souverain et que le résultat du vote doit s'appliquer. Donc voilà, moi je ne suis pas de ceux qui remettent en cause le fait que les Britanniques aient choisi de quitter l'Union européenne. C'est un constat. Maintenant, le travail depuis ce vote-là, que je regrette, mais qui est là, il a fallu préparer cette sortie. Ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire que demain on n'aura plus de relations avec le Royaume-Uni. Au contraire, je pense qu'il faut en préserver au maximum. Mais il est clair que les mêmes conditions qui s'appliquent entre les 27 États membres ne peuvent plus s'appliquer de la même manière avec le Royaume-Uni, que ce soit pour les barrières douanières et financières, que ce soit pour des programmes de coopération. Aujourd'hui, c'est avec l'Europe et avec les États membres que on construit l'avenir. Donc, le Royaume-Uni s'est un peu mis en marge. Voilà, ça ne veut pas dire que le commerce s'arrête, ça ne veut pas dire que des projets entre les deux pays s'arrêtent.
Mais en tout cas, ça prendra pas la même forme et ça n'aura certainement pas la même intensité que les relations qu'on entretient avec l'Allemagne, avec l'Espagne, avec l'Italie, avec d'autres pays en Europe. Voilà. Voilà, et donc une question, cette fois-ci un peu plus internationale. Monsieur le député, comme vous l'avez vu, vous l'avez mentionné vous-même, le 20 janvier, Joe Biden est devenu le 46e président des États-Unis. Après une période Trump qui a semé le trouble dans les institutions internationales, on a vu les Nations Unies, l'OMS, l'OTAN. Est-ce que selon vous, la nouvelle ère Biden assure-t-elle de nouvelles perspectives, donc à la fois de coopération et de régulation, tant sur le plan économique que sur la sécurité et donc la stratégie qui relève de cela, avec l'Europe, la France, vous en aviez parlé juste à l'instant. Oui, oui, ça a été un énorme changement et je placerai mon analyse sous deux aspects différents. D'abord, à titre au titre du citoyen que je suis, je me satisfais de l'élection de Joe Biden parce que partout dans le monde où on peut avoir des discours de responsables politiques qui soient apaisés, euh, qui défendent les mêmes valeurs que les nôtres, c'est-à-dire liberté, égalité, fraternité, je crois que cet humanisme-là, on le partage avec Joe Biden. Donc, à ce niveau-là, j'allais dire que ça ne peut que faire du bien d'avoir le président des États-Unis qui porte un discours positif et pas stigmatisant vis-à-vis de certaines populations, pas insultant vis-à-vis d'autres chefs d'État. Maintenant, sur le plan plus politique, il ne faut pas être naïf. Joe Biden est le président des États-Unis et les États-Unis défendent un seul intérêt, celui des États-Unis. Euh, donc, dans une concurrence avec les États-Unis, avec l'Asie, avec la Russie dont je parlais tout à l'heure, les États-Unis ne nous feront jamais de cadeaux. Mais j'allais dire, c'est normal, c'est légitime. Il faut juste en être conscient et pas penser que parce que Joe Biden, j'allais dire, est peut-être quelqu'un de plus avec qui on travaillera plus facilement, qui a autour de lui, qui a mis en place une équipe francophone, peut-être francophile aussi. Ça facilitera peut-être les liens, mais en tout cas, ça n'enlèvera pas le fait que les États-Unis pensent et continueront à agir pour eux-mêmes, que ce soit sur le plan économique, sur le plan militaire, sur le plan social. Pour moi, c'est à la fois un partenaire et j'espère qu'on aura encore plus de relations grâce à l'arrivée de Joe Biden. En revanche, voilà, je ne suis pas naïf et je sais que ça restera une concurrence assez dure avec les États-Unis. Et d'ailleurs, c'est marrant de voir comment les Français s'intéressent aux élections américaines. Et clairement, il y a eu en France un parti pris pour Joe Biden contre Donald Trump. Mais à l'inverse, les États-Unis ne montrent aucun intérêt, ou en tout cas aucun, oui, c'est ça, aucun intérêt pour la France et pour l'Union européenne. C'est-à-dire que c'est pas dans les. Nous, on parle beaucoup des États-Unis, mais les États-Unis parlent beaucoup moins de nous. Donc il y a aussi peut-être un déséquilibre qui est dû à cette idée un peu qui circule que voilà, les États-Unis, parce qu'un peuple ami de la France. Bah, du coup, on travaillerait forcément ensemble sur tous les sujets parce que ce sera plus facile avec quelqu'un comme Joe Biden. La réalité, c'est que pour l'instant, c'est le début, hein, il vient à peine d'être investi, mais les relations avec l'Union européenne ne font pas partie, à mon sens, des priorités de Joe Biden. En tout cas, c'est pas dans ses discours quelque chose qu'on a pu observer. En tout cas, c'est vrai que ça a été montré à travers les médias. On a eu, pendant toute la présidence d'Emmanuel Macron, une sorte de représentation comme un bras de fer entre Emmanuel Macron et le président Trump, qui était un peu plus transactionnaire, c'est-à-dire il était plus sur une politique qui faisait dans les intérêts américains. Mhm. Donc on pourrait voir, je ne sais pas, vous disiez vous-même, un retour de la diplomatie chez Biden, mais quand même dans les intérêts presque America First. C'est ça. J'allais dire, si on observe un peu froidement les choses, les excès de Donald Trump, au final, ont permis à Emmanuel Macron et à la France
d'incarner aussi le leadership, notamment sur le plan environnemental. Je rappelle qu'on a adopté les accords de Paris et que Donald Trump a fait en sorte de quitter ces accords de Paris, ce qui a permis à la France de porter le discours Make our planet great again. C'est ce qu'a affirmé Emmanuel Macron. Il a organisé à plusieurs reprises le One Planet Summit. Donc, on réunit l'ensemble des États pour justement faire le suivi des mesures des accords de Paris et afficher une ambition pour l'environnement et pour résoudre la crise climatique. Avec un président des États-Unis qui revient dans les accords de Paris et qui a fait quand même d'une priorité aussi la transition écologique, forcément, du coup, la position de la France doit être encore plus forte si on veut rester leader du sujet, quoi. Donc, c'est ça, la difficulté, c'est qu'à la fois, on ne pouvait pas trop compter sur Donald Trump pour la coopération, mais en même temps, ça a permis à l'Europe de s'affirmer. On parlait tout à l'heure de la crise sanitaire et la crise européenne qui, pour moi, ont été des accélérateurs pour la construction européenne. En réalité, Donald Trump a aussi été un accélérateur pour la construction européenne et la solidarité européenne. C'est-à-dire face à quelqu'un qui, de manière très ouverte, nous défie, il faut pouvoir répondre. Et on a su répondre, je crois, grâce à une plus forte mobilisation de l'Europe, notamment sur les sujets environnementaux. Donc, ça, on doit le continuer. Et j'allais dire, en fait, on doit peut-être en France moins regarder qui est aux responsabilités à l'extérieur, mais peut-être se focaliser un peu plus sur comment on peut être encore meilleur sur l'ensemble des sujets. Voilà. Et pas considérer que parce qu'un tel a été élu ou réélu, il y aurait comment dire, un changement où il faudrait baisser notre garde. Je crois que c'est toute la difficulté de la diplomatie, c'est que moi je me réjouis et je touche du bois quand je vois que dans un continent comme l'Europe où il y a 70 ans, des pays frontaliers se faisaient la guerre, aujourd'hui on vit en paix et je souhaite que ce soit le cas dans le monde entier. Donc ça c'est aussi important qu'il y ait toujours des relations entre les États. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a aussi une concurrence, il ne faut pas la cacher. Elle doit être saine, elle doit être juste. Quand on parle de dumping social et fiscal, notamment en Chine, eh bien, il faut que l'Europe soit unie pour justement mettre toutes les barrières pour éviter justement ces concurrences déloyales. On a comment dire, un mode de vie, on a une façon de voir la société. Je parlais d'émancipation tout à l'heure. Ça fait partie des choses qui sont intégrées au modèle européen. Et donc, travailler quand on est un travailleur en Europe, on a plus de protection, on a des meilleurs salaires que quand on est un travailleur en Asie. Je parle de manière très générale. Tout ça, il faut le préserver en fait. Voilà. Et il faut essayer de toujours améliorer les choses et pas simplement se comparer et rabaisser notre niveau d'exigence et l'importance de nos actions sur ces différents sujets, que ce soit la santé, le travail, l'économie, l'environnement. C'est comme je disais tout à l'heure, parce qu'on est ensemble avec des Européens, qu'on saura établir un rapport de force avec les autres puissances. Voilà, nous arrivons à la fin de cette entrevue. En tout cas, je vous remercie encore une fois d'avoir accepté cette invitation et d'avoir répondu à nos questions. Et merci à tous de nous avoir écoutés. Avec plaisir. À bientôt. Merci à tous. Merci. Au revoir.